Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle deck tech. Aujourd'hui j'avais envie de voler, j'avais envie de faire un deck aérien, j'avais envie d'aller toucher les nuages. Et quoi de mieux pour ça que Castral, magnifique oiseau qui nous vient de Bloomburrow. Alors ça fait clairement partie des decks que j'ai construit un petit peu sur un coup de tête, parce qu'il m'arrive parfois le soir pour me détendre, et bah en fait d'ouvrir mes boîtes où il y a tout mon bulk, donc un peu toutes mes cartes communes, unco, qui valent pas grand chose et qui servent à rien, d'ouvrir mes classeurs et de me laisser guider un petit peu comme ça pour builder un deck. Je pars toujours avec une petite idée en tête, en tout cas j'ai toujours un petit feeling avant de faire ça, et puis je me mets à builder un peu avec les cartes qui me passent sous la main. Donc là évidemment en ce qui concerne les decks vol et les decks oiseaux, il va manquer plein de cartes importante je pense, mais le but de ce genre de build c'est de ne jamais commander une seule carte sur MKM et évidemment de ne pas passer au shop pour acheter des cartes. C'est un deck que j'ai construit uniquement avec ce que j'avais sous la main, dans mes boîtes à bulk et dans mes classeurs, et donc à la fin je vous ferai défiler quelques cartes qui matcheraient super bien avec le deck si jamais vous souhaitez faire un build un petit peu dans le même genre mais l'optimiser surtout. Donc vous allez voir que normalement il y a quand même un bon power level, je l'ai pas testé encore le deck, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que c'est largement améliorable, mais j'ai fait un truc pas mal je pense. J'ai trop hâte de le tester, ça faisait longtemps que je voulais faire un deck uniquement axé sur le vol et sur les oiseaux, donc c'est parti, je vais vous présenter mes magnifiques petits volatiles, et on va commencer bien évidemment par par présenter Castral, hein. Il est pas dégueu pour 5 mana, dont un blanc, un bleu. D'ailleurs vous remarquerez que dans tous les decks que je build récemment, il y a du blanc et du bleu, hein, parce qu'entre les decks Bant, donc le deck Arcades ou le deck Yuna, et on a du blanc et du bleu, hein, c'est du Bant. J'ai construit Hope récemment, d'ailleurs faut qu'on fasse la deck tech de Hope, parce qu'on en avait discuté au moment des reveals Final Fantasy, et c'était un personnage qui me faisait de l'œil. Ça faisait longtemps que je voulais fabriquer un deck Meul, et en fait ça marche super bien. Du coup lui je l'ai testé, le Hope il est vraiment costaud, ça fonctionne, hein. Je pense aussi à Ratona Keton, hein, que j'ai construit récemment, qui lui est Esper, donc on retrouve encore du blanc et du bleu, ce qui fait qu'il y a plein de cartes qui sont importantes dans les decks de cette colorité, mais qui sont, en fait, toutes les cartes sont dans les autres decks, donc il restait plus grand chose pour Castral, mais vous allez voir, je pense qu'il s'en sort très bien. Comme j'ai dit, hein, je l'ai pas testé, mais en tout cas ça sonne bien. Donc pour 5 mana, dont un blanc, un bleu, c'est une 4-5 qui a le vol. Quand un ou plusieurs oiseaux que je contrôle mettent des damage à un joueur, je peux choisir un de ces 3 effets, et alors là c'est vraiment pas dégueu, hein, parce que premier effet, on peut tout simplement prendre un oiseau de notre main ou de notre cimetière et le mettre sur le champ de bataille. Alors certes, avec un marqueur finalité dessus, ce qui fait que s'il meurt, au lieu de retourner au cimetière ou au lieu d'aller au cimetière, il va directement être exilé, mais ça c'est pas très grave, vous le verrez. Je peux également mettre un marqueur +1/+1 sur tous les oiseaux que je contrôle, ça c'est extrêmement fort, hein, parce que attaqué par les airs, on est quasiment sûr de passer à chaque fois, surtout si on a que des créatures avec le vol, hein. En commandeur multi, on va très souvent aller connecter avec nos adversaires, ou on peut tout simplement piocher une carte. Donc en fait, il fait à peu près tout, hein. C'est-à-dire qu'il permet de jouer des sorts gratuitement, il permet de booster le board, ou il permet de piocher une carte. Donc évidemment j'ai axé un petit peu mon build sur la tribalité oiseau. Ça faisait longtemps voilà que je voulais faire un deck oiseau avec le vol, on est sûr de passer, on est sûr de pouvoir aller agresser l'adversaire, et je suis tombé sur Castral et j'ai putain c'est fort, ça fait un très bon commandant oiseau. Il se trouve que j'ai pas ouvert énormément de Bloomburrow, ce qui fait que j'ai pas toutes les cartes de Bloomburrow qui permettent justement un petit peu de push les birds. De push les birds. Est-ce que tu push le birds? Moi je push le birds. Bah non pas trop parce qu'il me manque des cartes Bloomburrow. Mais bon, le défi c'était de faire un deck en commandant 0 cartes sur Card Market ou sur un autre site. Donc j'ai quand même fait ce que j'avais et je pense que c'est pas mal. Et je vais commencer par vous présenter mes petits oiseaux. Alors évidemment on va avoir beaucoup de birds qui coûtent 1, 2 ou 3, histoire qu'au moment où Castral arrive sur le champ de bataille, on puisse directement attaquer avec des oiseaux et déclencher un de ses premiers effets. Donc on a une bonne quinzaine d'oiseaux qui coûtent 3 ou moins, à commencer par le rapace de champ de bataille. C'est une 1-2 pour 1 qui a le vol et l'initiative. Alors vous verrez, évidemment tout le monde a le vol, hein. Vous verrez qu'il n'y a pas une seule créature sans le vol dans le deck, ça me paraît logique, hein. C'est la thématique de base. C'est nous, protectrice à la vue perçante. Alors son texte d'effet me parle pas tant que ça, mais ça reste une 2-1 pour 2 qui a le vol et la vigilance. Après ce qu'on peut faire c'est l'engager, l'exiler, gagner 2 points de vie et appliquer un regard 2. Bon les 2 points de vie on s'en fout un peu, quoique ça peut sauver parfois, mais le regard 2 pourquoi pas, histoire de trier un peu le dessus du deck. Et quand une créature légendaire que l'on contrôle attaque, si elle n'est pas bloquée, et si c'est nous est exilée, et on peut la mettre sur le champ de bataille. Donc voilà, quelque part elle pourra un peu se protéger elle-même, voilà, si jamais elle est ciblée ou quoi, ou que notre board est amené à être détruit, et qu'elle n'est pas engagée, on peut l'engager, l'exiler,
et elle reviendra plus tard gratuitement. Et en plus, ce qui est cool, c'est que si elle a son marqueur finalité, on pourra quand même la rejouer via son effet, parce que même quand elle est exilée, on peut la ramener sur le champ de bataille. Donc si en fait, je disais que son effet, je m'en foutais, mais il peut servir, c'est quand même cool. Très bonne carte, issue de Assassin's Creed. Je ne sais pas qui est ce personnage. Toujours pour un mana blanc, une 1 de vol, classico. Le Rustwing Falcon, magnifique. J'adore l'esthétique du deck, hein. Déjà on est sur une bicolorité qui me plaît beaucoup, hein. Je pense que vous l'avez remarqué. Et le fait d'avoir que des oiseaux, des faucons, des aigles comme ça qui déploient leurs ailes sur l'artwork, je trouve ça magnifique. J'ai vraiment trop hâte de le jouer en tout cas ce deck. Le Faucon Guérisseur, une 1-1 pour 1 qui a le vol et le lien de vie. On prend. Le Gardien Infâme, pour 2, c'est une 1-2 qui a le vol, et quand il arrive sur le champ de bataille, on peut surveiller 1. Jamais négligeable hein, de trier le dessus du deck, puis en plus de ça, même si on tombe sur un oiseau qui nous plaît pas trop, on peut le mettre au cimetière, et on le rejouera gratuitement plus tard grâce à Castral. Et si on a le délire, donc si on a au moins 4 types de cartes différents dans notre cimetière, il va devenir 2-2. Mais encore une fois, ce genre de carte, c'est vraiment là pour pouvoir déclencher Castral dès qu'il arrive en attaquant. Hein. C'est pas des cartes de fou, mais vous verrez que de toute façon, avec les autres cartes que je vous présenterai, notamment au niveau des boosts de board, le moindre petit oiseau, même 1-1, va devenir un vrai monstre sur le board une fois que tout le setup sera là quoi. Déchiqueteur de registre, excellente carte qui nous vient de la nouvelle Capenna, pour 2 c'est une 1-3 vol. Celui-là j'aurais dû le mettre dans les piocheurs, je sais pas pourquoi il est là mais je vous le lis maintenant. À chaque fois qu'un joueur lance son deuxième sort à chaque tour, ce qui va arriver très souvent en commandeur multi, on va conniver. Donc ça veut dire qu'on va piocher une carte puis se défausser d'une carte, et si on s'est défaussé d'une carte non terrain, on met un marqueur +1/+1 sur le déchiqueteur. C'est extrêmement puissant, sachant que mettre nos oiseaux au cimetière c'est pas très grave. Encore une fois, Castral pourra les ramener gratuitement sur le board, donc très rapidement le déchiqueteur va grossir, et en plus de ça, on perd pas vraiment les cartes quoi. Déchiqueteur de registre, probablement une des meilleures cartes du deck. Hein. Spire Owl, magnifique carte issue du bloc Urza, pour 2 c'est une 1-1. Quand elle arrive sur le champ de bataille, comme tous les hiboux et toutes les chouettes, et ben on va pouvoir appliquer un scry. Là on va pouvoir regarder les 4 cartes du dessus de la bibliothèque et les mettre dans l'ordre de notre choix. Donc ça c'est cool pour le quality draw. Volet du guérisseur, regardez-moi comme ils sont beaux là, ces 3 volatiles. Tout simplement une 3-3 vol, lien de vie pour 3. Alors celui-là il va peut-être être plus compliqué à appeler avant l'arrivée de Castral parce que c'est 3 mana blancs. Bon au pire on le jouera gratos plus tard, hein, mais très jolie carte. Encore une fois j'ai fait ce que je trouvais dans mes boîtes. Hein. Obstructionniste agile pour 3 mana, c'est une 3-1 flash avec le vol. Alors là on va arriver, vous verrez, sur les créatures qui se recyclent. D'ailleurs quand on le recycle, on peut contrecarrer une capacité activée ou déclenchée ciblée que l'on ne contrôle pas. Contrecarrer les capacités, c'est un truc quand même assez rare encore à Magic, et donc ça peut vraiment surprendre nos adversaires. En plus de ça, vous verrez que j'ai mis pas mal d'oiseaux qui peuvent se recycler pour seulement quelques mana, donc c'est à dire qu'on va se défausser de la carte puis piocher. Encore une fois, je vous rappelle que nos oiseaux au cimetière, c'est pas grave parce qu'on va pouvoir les jouer gratos avec Castral. Donc si à un moment donné on a la recherche d'un type de carte bien précis, et donc si un oiseau nous colle à la main, et ben on va pouvoir le recycler, potentiellement le jouer plus tard pour piocher une carte. Bon, normalement il devait pas arriver maintenant lui, mais du coup on va faire toutes les cartes qui se recyclent. La suivante, Doketra, pour 5 mana, c'est une 3-3 vol, recyclage 2. Donc comme je l'ai dit, n'importe quel petit oiseau du deck en late game peut devenir un monstre. Donc là comme ça, vous le voyez, c'est pas forcément une carte très puissante, mais le fait qu'on puisse la recycler en début de partie, pourquoi pas en late game pour aller chercher nos kills par exemple, ça va vraiment ajouter de l'huile au deck quoi. Genre je pense que ça va permettre au deck de tourner encore mieux. Même principe avec le Shoreline Ranger, ça coûte 6, c'est une 3-4 vol, bon comme ça c'est pas terrible, mais le fait de pouvoir aller chercher une île en s'en défaussant, encore une fois c'est pas grave, hein. Notre cimetière avec Castral c'est notre main quasiment, donc voilà, un même principe avec l'évadé de Primoc, ça coûte 7 mana, c'est une 4-4, bon c'est abominable, mais on peut le recycler. Donc encore une fois, toutes ces petites cartes avec le recyclage, je pense que ça va permettre au deck d'être un peu plus fluide encore quoi. Puis encore une fois, hein, vous le verrez, en late game, une 4-4 vol, ça va devenir une 6-6, une 7-7 vol, ça commence à taper fort. Hein. Alors la route migratoire malheureusement n'a pas le type oiseau, hein, c'est un rituel, mais on va pouvoir pour 5 mana faire pop 4 oiseaux, sachant qu'on est dans un deck tribal et qu'au bout d'un moment le fait d'avoir des dizaines d'oiseaux, c'est ce qui va en fait nous donner le reach, c'est ce qui va nous donner la victoire. Bon, c'est important quand même d'avoir des cartes qui peuvent pondre des oiseaux. Encore une fois, c'était une carte que j'avais sous la main, donc je l'ai mise, qui était très flavor avec le deck, avec une illustration magnifique de Winona Nelson. Donc je l'ai mise, mais c'est vrai que cette fois, si on la recycle, bon, on pourra pas la rejouer derrière, parce que Castral ne peut rappeler du cimetière que les oiseaux, malheureusement. Mais bon, en tout cas, c'est là, quoi.
Crieur Céleste, pareil, une 1-1 vol, lien de vie pour 2 mana qui pourra nous faire éventuellement piocher un peu plus tard pour 4 mana. On fera également piocher un adversaire. Bon, c'est de plus en plus en blanc, on voit ce genre de cartes qui nous font piocher, mais qui également vont faire piocher un adversaire, ce qui est pas très grave hein, si on fait piocher la personne qui est en retard dans la partie. En commandeur multi, c'est pas vraiment un souci. Je l'aimais bien cette carte, je voulais la placer quelque part, ben, c'est fait. Assistant de l'artificier pour 1 mana bleu, une 1-1. À chaque fois qu'on lance un sort historique, donc soit les sorts d'artefacts, soit les sorts légendaires, soit les sagas, et ben on va pouvoir appliquer un regard 1. Voilà, elle n'est pas vraiment là pour ça, même si ça peut aider. Hein. Encore une fois, elle est là pour aller connecter quand Castral arrive. Celui qui attrape les âmes avec une magnifique illustration de Ron Spencer. Rien que pour ça, elle mérite d'être dans le deck. C'est une 1-1 pour 2. À chaque fois qu'une créature avec le vol est mise dans un cimetière depuis le jeu, on met un marqueur +1/+1 sur celui qui attrape les âmes. Donc il va pouvoir grossir assez facilement. Bon, ce qui est dommage, c'est qu'il y a marqué depuis le jeu. Parce qu'il y a quand même beaucoup de moyens de foutre des birds au cimetière, mais... depuis le jeu, un peu moins, forcément. Ça, c'est extrêmement fort, hein. Une carte qui nous vient du premier bloc, Tarkir. Pour 5 mana, dont 2 blancs, c'est une 3-4, Rock Compagnon. Ça a le vol, évidemment. Quand ça arrive sur le champ de bataille, si on est attaqué avec une créature ce tour-ci, on va mettre sur le champ de bataille un jeton 3-4, blanc, oiseau, avec le vol, évidemment. Donc ça fait 6-8 de board, quand même, pour 5, ce qui est pas négligeable. Et en fait, je m'aperçois qu'il y a quand même pas mal de moyens de gagner des PEV hein, dans ce deck, parce qu'à chaque fois qu'il va attaquer, on va gagner 1 point de vie pour chaque créature attaquante. Et ça tombe bien parce que dans le deck, eh ben on cherche à attaquer, à connecter pour déclencher Castral. Clinquant Sky Mage. Donc là, vous l'avez remarqué, on n'est plus dans les petits oiseaux qui coûtent 3 mana ou moins. Hein. Là, on est sur les trucs un peu plus costauds. Une 1-1 pour 4 avec le vol, bah c'est nul. Bah non, c'est pas nul parce qu'à chaque fois qu'on va piocher, ce qui va arriver quand même pas mal dans le deck, on a les couleurs pour ça. On va mettre un marqueur +1/+1 sur cette créature, donc ça va vite devenir un gros monstre. Aigle aux plumes d'aube. Ça, je me rappelle que ça m'avait fait gagner une partie en AP il y a longtemps. AP, du coup, révolte éthérique. Ça commence à dater tout ça, ça doit avoir 8 ans à peu près. Pour 5 mana, c'est une 3-3 avec le vol. Quand ça arrive sur le champ de bataille, les créatures que l'on contrôle gagnent +1/+1 et acquièrent la vigilance jusqu'à la fin du tour. Alors effectivement, ça c'est plus une carte de limité. Comme je vous l'ai dit, j'ai fait avec ce que j'avais sous la main. Mais en fait, c'est assez fort. Littéralement, c'est une carte qui peut nous donner le reach, pourquoi pas, au moins pour tuer un adversaire. Et en plus, derrière, on va pouvoir bloquer parce que tout le monde a la vigilance. Donc à ne pas négliger les petites cartes comme ça, même si c'est un effet qui est là que jusqu'à la fin du tour, ça peut être très vilain. Soaring Lightbringer, très très bonne carte, hein. Déjà un gros body pour 5 mana, 4-5. Tous les enchantements créatures que l'on contrôle ont le vol, ça nous intéresse. Alors, ça nous intéresse, mais uniquement pour cette carte, parce qu'à chaque fois qu'on attaque un joueur, on va créer une 1-1 Glimmer, donc un enchantement, engagé qui attaque le joueur qu'on attaque, ce qui fait qu'on va créer plein de petites 1-1 Glimmer qui auront le vol, parce que le Soaring Lightbringer leur donne aussi le vol. Donc c'est une carte qui se complète à elle toute seule. Voilà, il est oiseau, hein, donc rien que pour le body et le fait de pouvoir créer d'autres petits body à côté, c'est quand même du costaud. La pivoleuse pour 4 mana, c'est une 1-3, et à chaque fois qu'elle touche un adversaire, on va piocher une carte. Tout simplement. Pareil, ça aurait dû aller dans les piocheurs, je sais pas pourquoi c'est là. Aigle chasse-nuage, enfin si je sais pourquoi c'est là, c'est que j'ai pas fait attention tout simplement. Aigle chasse-nuage, pour 4 mana c'est une 2-2, quand il arrive sur le champ de bataille on va détruire un enchantement. J'avais aucun moyen de gérer les enchantements dans le deck, enfin en tout cas j'en ai pas mis, je voulais vraiment me concentrer sur ma tribalité, donc là ça rentre, il n'y a pas de souci. C'est pas une carte avec un gros power level, mais c'est là quoi. Pareil, hein, même si des fois les coûts de mana vous paraissent un petit peu trop élevés par rapport à l'effet, dites-vous que de toute façon la plupart de ces cartes je vais les jouer gratos grâce à l'effet de Castral quoi, donc bon. Ether Storm, Rock, on retourne sur Kaladesh avec 4 mana dont 2 blancs, c'est une 3-3. Pareil, c'est une carte qui joue avec les énergies mais qui se complète très bien elle toute seule, parce qu'à chaque fois que lui ou une autre créature entre sur le champ de bataille sous mon contrôle, on va générer une énergie, et quand il attaque, on va pouvoir payer 2 énergies, mettre un marqueur +1/+1 sur lui, et engager une créature du joueur qui défend, du joueur qu'on attaque. Donc ça c'est pareil, hein. Si jamais il y a quand même un peu de vol en face, on va pouvoir le gérer temporairement et aller connecter. Ça reste une 3-3 vol qui va devenir très grosse comme tous les autres oiseaux, et puis ce sera pas difficile de générer de l'énergie, donc il est quand même sympa. Probablement la seule créature vol qui n'a pas le sous-type oiseau dans le deck, mais Esprit Dévoué, c'est vraiment trop fort. Pour 2 mana, dont un blanc, c'est une 2-1 avec le vol, et on peut le sacrifier pour donner l'indestructible à toutes nos créatures. Clairement, c'est le genre de carte, contrairement aux cartes qui peuvent en éphémère défendre notre board, lui donner la défense talismanique ou l'indestructible,
Ça vraiment les gens auront très peur de claquer leur vrasse ou de vous gérer quoi que ce soit sur la table tant que l'esprit dévoué est là, ou en tout cas il faudra au moins 2 sorts de gestion parce qu'il faudra que vous claquiez en premier lieu votre esprit dévoué et ensuite une fois plus tard dans le tour ou sur la pile en éphémère, là quelqu'un pourra vous gérer quelque chose sur votre board, mais esprit dévoué c'est une carte qui fait très peur et qui du coup empêche les gens de vous gérer quoi que ce soit sur le board, contrairement où je sais pas, intervention héroïque par exemple, où là vous avez 3 mana, où là vous avez, non c'est 2 mana, donc 2 mana up, voilà j'ai pas accès au vert là, mais c'est pour vous donner l'exemple. Les gens savent pas que vous avez ça en main, donc ils vont essayer de gérer le board, là vous allez claquer votre sort, mais bon c'est une façon aussi voilà de protéger vos créatures, c'est une très bonne carte, attention, mais là esprit dévoué c'est plus tordu que ça, parce que les gens voilà, vont avoir du mal à trouver la fenêtre, ils vont devoir faire un peu de politique aussi entre eux, si vraiment vous êtes l'agresseur, si vraiment vous êtes l'arc ennemi, si vraiment vous êtes en position dominante dans la game, ils vont devoir commencer à discuter entre eux, ils vont devoir commencer à voir comment ils vont séquencer leur play pour pouvoir vous gérer le board, parce que esprit dévoué quand c'est là, bah, vous le sacrifiez, vous sauvez l'intégralité de votre board. Alors, esprit dévoué c'est vilain, comme tous les trucs qui permettent de protéger le board et qui sont visibles sur la table, qui sont sous forme de permanent, ça va forcément générer un peu de politique autour de vous et c'est toujours rigolo. Imitateur rusé, donc c'est un oiseau, étant donné qu'il est change-forme. Il coûte 4 mana, mais on va quand même pouvoir le jouer gratos, et donc c'est une 0-0, mais qui va arriver comme une copie de n'importe quel permanent non-terrain sur le champ de bataille. Et ça, je trouve ça excellent que ce soit n'importe quel permanent et pas n'importe quelle créature. Ça, c'est vraiment excellent. Donc, je joue des change-formes, hein, parce que bah, c'est des oiseaux. Donc là, on est dans un deck tribal, autant en profiter. Pareil, hein, le stun double qu'on va pouvoir jouer potentiellement gratuitement ou pas. Hein, ça dépend où vous en êtes dans la game. Qui a le flash en plus de ça et qui va arriver comme la copie d'une créature, cette fois sur le champ de bataille. Donc, n'importe quelle créature. Voilà, copier un gros commandant adverse, copier un gros ton adverse, bah, ça fait toujours plaisir. Et les shapeshifters, c'est des oiseaux, hein, donc autant en profiter. Alors là, on va passer aux cartes qui permettent justement de vous faire un gros board, que tous vos petits oisillons se transforment en gigantesque aigle royal. C'est tous les permanents qui vont permettre en fait de booster, et pas que les permanents d'ailleurs, vous le verrez, j'expliquerai pourquoi, qui vont permettre en fait de booster toutes vos créatures. Hein. Donc vent favorable, un enchantement classique quand vous jouez du vol. Pour seulement 2 mana, toutes les créatures avec le vol que vous contrôlez, encore heureux, vont gagner +1/+1. Petite carte de Bloomburrow quand même, le Valet Questcaller. Il est trop mignon, c'est un lapin, mais il va pouvoir donner +1/+1 à toutes les chauves-souris, tous les lapins, toutes les souris, mais aussi tous les oiseaux. Hein. En plus une 2-3. Et oui, en plus de ça, quand on a un oiseau qui rentre sur le champ de bataille, on va pouvoir scry 1. Pour 2 mana, c'est une carte qui fait quand même beaucoup de choses, qui est vraiment très forte. En plus, très bon body, 2-3. Bon, il vole pas. Voilà, ce n'est pas un oiseau, il vole pas, mais il mérite d'être là, quoi. Et puis de toute façon, nos oiseaux, on va les jouer gratuitement pour la plupart, donc faut bien qu'on joue des cartes de notre main. Hein. Floraison de l'arbre blanc, Flowering of the White Tree, j'imagine que c'est ça. Pour seulement 2 mana blanc, très bonne carte, hein. C'est un enchantement légendaire. Les créatures légendaires que l'on contrôle gagnent +2/+1 et on le ward 1. Et les créatures non légendaires que l'on contrôle gagnent +1/+1. C'est vraiment extrêmement fort. J'en avais ouvert 2, j'en avais revendu 1. Déjà le fait de défendre un petit peu notre commandant avec le ward 1, +2/+1, et quoi qu'il arrive, tout le monde gagne +1/+1, c'est... Voilà, nous on attaque par les airs, donc on est sûr que ça va nous servir. Normalement on va pas être là à camper et à regarder nos adversaires dans le blanc des yeux. Donc ça va nous servir. Destinée radieuse. Ça c'est potentiellement le boost que j'aurais pu cut dans le deck, mais je veux quand même être sûr de pouvoir avoir un gros board, donc je l'ai laissé. C'est un enchantement qui coûte 3 mana, il nous vient du premier bloc Ixalan. Les créatures, quand il arrive sur le champ de bataille, on va choisir un type de créature, et les créatures du type choisi gagnent +1/+1, et en plus de ça, elles vont peut-être avoir la vigilance si on a l'agrément de la cité. Agrément de la cité, ça veut dire qu'il faut au moins avoir 10 permanents sur le board. C'est-à-dire qu'en fait, on va gagner un espèce d'emblème en fait, qui s'appelle l'agrément de la cité, si on a au moins 10 permanents, et +1/+1 vigilance, c'est quand même costaud. Pouvoir attaquer sans trop réfléchir, ça fait toujours plaisir. Il est magnifique, l'Emperian Eagle pour 3 mana, dont un blanc, un bleu, c'est une 2-3 avec le vol, et toutes les autres créatures avec le vol que l'on contrôle gagnent +1/+1, pas besoin d'en dire plus. Always Watching, qui nous vient de Ténèbres sur Innistrad, c'est un enchantement qui vaut 3, dont 2 blancs, et toutes les créatures non token que l'on contrôle gagnent +1/+1, et ont la vigilance. Ça, c'est juste un peu chiant pour les glimmers, et pour la route migratoire, mais en dehors de ça, on est content, ça va booster à peu près tout le monde. Hein. Puis c'est quand même une carte qui a
qui a vachement la classe, je trouve. Vous allez voir, on a quand même beaucoup de moyens de donner la vigilance à tout le board hein, dans le deck, et le fait de pouvoir attaquer en l'air avec des gros oiseaux, et en plus de ça, de pouvoir les garder en défense pour les tours adverses, c'est... J'ai pas encore testé le deck, hein, mais en tout cas, ça sent bon. Je pense que rapidement, je vais me retrouver à Arc Enemy, alors que c'est un deck, je sais pas, c'est peut-être du bracket 2, j'en sais rien. De toute façon, vous avez vu, il n'y a pas de grosses cartes, il n'y a pas de game changer, il n'y a pas de tutor, il n'y a pas de... Donc j'imagine qu'on est sur du bracket 2 de manière officielle, je pense. La croisade Cathare, alors le seul problème de la croisade Cathare, c'est qu'elle coûte cher, elle coûte 5, mais bon, globalement, on aura suffisamment de mana pour jouer des cartes de notre main, parce que là, tous les autres, on va pouvoir les cheat. Et en plus, bah, elle arrive et elle fait rien directement, quoi, parce qu'à chaque fois qu'une créature arrive sur le champ de bataille, sous notre contrôle, on met un marqueur +1/+1 sur chaque autre créature que l'on contrôle. Donc elle va commencer à faire des trucs une fois qu'on commencera à jouer des créatures, une fois qu'elle est là. Alors, la croisade Cathare, ça va snowball très vite et ça va faire très mal. Bannière du vainqueur, pareil, au moment où ça arrive sur le champ de bataille, on choisit un type de créature. Les créatures du type choisi vont gagner +1/+1. Là, vous me direz, pour 5 mana, on a vu mieux. Mais en plus de ça, à chaque fois qu'on lance un sort de créature du type choisi, on va piocher une carte. Donc ça, c'est un piocheur aussi. C'est un boost, mais un piocheur. La Banner of Kinship, qui nous vient, du coup, qui était sorti... Non, c'était sorti sur Bloomburrow ou pas? Je sais plus. En tout cas, là, ça nous vient de Fondation. Quand cet artefact entre sur le champ de bataille, on va choisir un type de créature. Il va arriver avec un nombre de marqueurs sur lui égal au nombre de créatures de ce type que l'on contrôle. Si on contrôle 3 oiseaux, au moment où il arrive, il va arriver avec 3 marqueurs dessus. Et les créatures du type choisi vont gagner +1/+1 pour chaque marqueur Fellowship sur lui. Donc ça, pareil, ça va permettre de booster le board, mais d'une puissance sans nom. Un peu à l'instar de Blason à l'époque. D'ailleurs, Blason aurait pu fonctionner dans le deck, parce que Blason fonctionne dans tous les decks tribaux, mais j'en ai pas, puis ça doit coûter un petit peu cher. Quoique ça a été beaucoup réédité, mais j'en avais pas sous la main, donc bah, j'ai mis la bannière. Hein. Ralliement d'Aile, donc c'est un éphémère qui va coûter 2 mana, on va dégager toutes les créatures que l'on contrôle, et les créatures avec le vol que l'on contrôle gagnent +2/+2 jusqu'à la fin du tour, donc c'est une carte qui va surtout servir, en tout cas qui va avoir un vrai effet plafond très costaud à partir du moment où on a des créatures avec le vol. Ce n'est pas un permanent, c'est pas un effet permanent malheureusement, mais j'ai remarqué qu'à ma table, ça avait beaucoup de valeur en fait, les combats de tricks et les trucs comme ça, surtout en late game, quand ça stall un peu le board et que ça se regarde un peu dans le blanc des yeux, et que voilà, dans mes games souvent les éphémères qui permettent de booster une créature comme ça au dernier moment, ça avait quand même beaucoup de valeur. C'est pas des types de cartes, même globalement, qui sont beaucoup joués je trouve en Commander multi. Généralement on va essayer d'avoir des effets permanents qui sont pile dans la synergie du deck, etc. Alors là c'est dans la synergie du deck, c'est vrai qu'on pourrait se dire oui bon, un combat de trick en EDH multi, c'est pas forcément pertinent, mais là, le +2/+2 sur tout le board, c'est quand même extrêmement méchant, et au-delà du fait de pouvoir surprendre un adversaire en mode combat de trick, surtout ça va pouvoir donner le reach, et ça va sûrement tuer plusieurs adversaires dans le tour, c'est-à-dire que, voilà, si j'ai 5-6 oiseaux sur le board, qui ont tous un body de 3-4, et que je les booste tous avec un +2/+2, bon, ça peut faire vraiment très mal, pour seulement 2 mana, hein. Pour seulement 2 mana, c'est très fort. Voilà, je trouvais ça très fort, donc j'ai voulu le mettre. Encore une fois, moi je suis à des tables où ce genre de combat de tricks sont assez inattendus, et souvent c'est le joueur qui a la dernière réponse qui l'emporte, quoi. Donc bon, voilà, ça c'est, à mon avis, ça va me sauver la vie plus d'une fois. Alors là, vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu racontes, Maxwell? Qu'est-ce que fout Elesh Norn au milieu de tous ces hiboux, de tous ces aigles? Juste, encore une fois, je vous rappelle que c'est un deck que j'ai fait à l'arrache avec mes classeurs et mon bulk. Je l'ai vu passer, j'ai fait, oh, j'ai envie de la jouer depuis le temps qu'elle est là, depuis le temps qu'elle me regarde dans mon classeur et qu'elle sert à rien. Elesh Norn, Grande Cénobite, ça coûte 7 mana, dont 2 blancs. On va la hardcast, hein, c'est pas grave, elle est Phyrexian et Praetor, donc elle n'est pas rien à voir avec les oiseaux. Hein. Elle est 4-7, elle a la vigilance, toutes les créatures que je contrôle gagnent +2/+2, toutes les créatures adverses gagnent -2/-2. Bon, c'est extrêmement vilain, ça fait un différentiel de 4 quand même avec toutes les créatures adverses minimum. C'est super bourrin, ça rentre pas forcément dans la synergie du deck, mais moi je rappelle que je vole, donc je vais forcément aller connecter, donc les +2 data qui vont être rentabilisés, il n'y a aucun souci. Non, c'est très méchant, ça fait très mal, j'aime bien, voilà, c'est... Des fois ça me dérange pas de jouer des cartes qui sont pas forcément synergiques avec le deck, mais qui sont juste fortes en elles-mêmes, qui ont juste un bon power level, voilà, c'est du good stuff, ça me fait marrer. Et arrêtez de m'embêter, hein, c'est bon, hein, je fais ce que je veux. Bon, on va passer à la rampe, parce que quand même on a envie de Castral, il arrive au tour 3 ou au tour 4. Tour 4 ce serait bien,
Peut-être qu'il arrivera au tour 5, mais bon, il y a quand même 10 bonnes pièces de rampe dans le deck. Donc on va faire en sorte qu'il arrive, voilà, minimum tour 4. Hein. Le faucon de cartographe, très très bon rampeur en blanc. Pour 2 mana, ça a le vol, évidemment c'est un oiseau, hein, pas besoin de le préciser. 2-1, au moment où il inflige des blessures de combat à un joueur, il a le vol, ça tombe bien, il ira forcément connecté. À un joueur qui contrôle plus de terrain que vous, et bah on le renvoie dans notre main. Et si on fait ainsi, on peut chercher dans notre bibliothèque une carte de plaine et la mettre sur le champ de bataille directement. La plaine n'arrive pas dans notre main, elle arrive sur le champ de bataille. C'est pour ça aussi que le faucon va revenir dans notre main, parce que le fait de pouvoir rampe de 1 à chaque tour, c'était peut-être un petit peu trop fort. Donc ce sera tous les 2 tours, hein, parce que le temps de le rejouer, il aura le mal d'invoque, il pourra attaquer que le tour d'après. Bon, en tout cas, si on peut attaquer dès le tour 3 avec lui, ça nous fait rampe de 1 pour appeler tour 4 Castral, donc c'est ce qu'on veut. Puis ça reste un oiseau, il va devenir très fort avec le temps. Le familier Arogéosophe, tiens. Aura Géosophe. Est-ce que vous êtes Aura Géosophe? Moi je l'ai été une fois, je m'en rappelle, c'est mon grand-père qui était Aura Géosophe. C'est une 1-1 vol, les sorts blancs et les sorts noirs, ça on s'en fout, que l'on joue coûte 1 de moins à jouer, donc c'est un petit rampeur, voilà, qui coûte seulement 2. En plus ça nous vient de Planeshift, une vieille extension que j'aime beaucoup avec un artwork magnifique. J'aime bien parce que dans le deck il y a quand même un peu de old frame et de cartes old school, parce que les oiseaux c'est pas c'est pas un sous-type très courant à Magic. Enfin, en tout cas, il y en a toujours 1 ou 2 par extension, et encore, je crois que je m'avance un peu, mais étant donné qu'on n'a pas accès à beaucoup d'oiseaux à Magic, et bah forcément, on est obligé un peu de remonter jusqu'à du Planeshift, là, par exemple, pour trouver des oiseaux qui font le job. Ça, je suis très content. Warden of Evos Isle, ça coûte 3 mana, c'est une 2-2, les spells qui ont le vol coûtent 1 de moins à lancer. Alors les spells, les sorts que on lance nous, hein, évidemment ça marche pas pour les adversaires. Pareil, hein, le fait que tous nos oiseaux coûtent 1 de moins à lancer, c'est extrêmement fort. Pioche de Vendor, bah évidemment étant donné qu'on vole, qu'on est sûr d'aller connecter, ça nous dérange pas d'équiper nos créatures, parce qu'on est sûr que ça va être rentabilisé. Hein. La créature équipée gagne +1/+1, c'est déjà ça, et à chaque fois qu'elle inflige de blessures de combat à un joueur, on va créer un jeton trésor. Ça coûte seulement 2 et 1 à équiper, donc ça va être très très rentable très vite. Voilà, encore une fois, nos oiseaux, on est sûr qu'il y aura quelque part où taper, donc ça va faire rampe... Enfin, les trésors, il y en a qui disent que c'est pas vraiment de la rampe, pour moi ça l'est quand même, ça permet de caster des plus gros sorts plus vite. En plus là on est sûr de le faire à chaque tour, donc ça va nous faire un trésor à chaque tour, pour moi c'est de la rampe. Dague de radiesthésie, ça c'est un artefact équipement qui permet aussi de ramper, mais en fait le problème c'est que là on doit être sûr d'aller connecter parce que ça va aider un peu nos adversaires. Bon, je vous lis la carte. Ça coûte 2 mana à cast et 2 mana à équiper. Quand ça arrive sur le champ de bataille, l'adversaire ciblé va créer 2 jetons 0-2 plantes défenseurs. Donc on donne quand même 0,4 de bord d'un adversaire. Mais nous ça nous concerne pas parce qu'on vole. Donc c'est là où la dague de radiesthésie est quand même un peu plus pertinente encore dans ce deck je trouve. La créature équipée gagne +2/+1. C'est pas dégueu pour le coup de mana. Et à chaque fois que la créature équipée inflige des blessures de combat à un joueur, on peut transformer la dague. Alors encore une fois, ça va juste boost si on est en late game, on n'est pas obligé de la transformer. Par contre, si derrière on la transforme, on a un joli terrain. J'ai adoré moi ces cartes-là avec Ixalan, premier du nom. On a le Val perdu, voilà, qui nous fait ajouter 3 mana d'une seule couleur à notre réserve, donc ça c'est de la grosse rampe. J'adore cette carte, j'ai jamais eu trop l'occasion de la jouer, elle m'a jamais vraiment servi le peu de fois où je l'ai testé. Justement parce qu'à chaque fois j'arrivais pas à les connecter, mais là ça va me servir quoi. J'espère la piocher souvent en début de partie cette carte, voilà. Dague de radiesthésie, magnifique. Une petite Mindstone classique, parce qu'en blanc-bleu on n'a pas forcément Alors si, il y a de plus en plus moyen de ramper, mais bon là je me suis pas trop pris la tête, encore une fois j'ai pris ce qui passait sous la main. Puis ça c'est de la rampe qui se recycle plus tard, parce qu'on peut payer un, l'engager, la sacrifier, piocher une carte. Bon bah, je pense que vous connaissez, avec un magnifique artwork de Adam Rex qui est imbattable à ce niveau-là. Le classique Arcane Signet, bon voilà. Et également, voilà, Sol Ring dans une version magnifique, Galaxy Foil. Regardez, je vais même le sortir, on va se faire plaisir, on va le sortir de sa sleeve, même s'il est double sleeve. Juste pour... Oh là là, regardez-moi ça. Un des plus beaux Sol Ring. Oui, des fois, je me prends des petits Sol Ring, des petits staples dans des jolies versions, parce que... c'est toujours beau dans les decks. Je me permets Sol Ring parce que Castral coûte 5. Voilà. Je joue plus trop Sol Ring, sauf dans les cas où évidemment on a un gros commandant. Arcane Signet on a vu. La babiole du voyageur, voilà, ça permet de ramper de 1 pour 3 mana. Bon, pourquoi pas.
Herald's Horn, alors ça c'est très cool, alors il y a plein de versions de Herald's Horn, ça c'est la dernière version, donc la version Final Fantasy. Bon, les Mogs ont des petites ailes, voilà, c'est thématique. Le Mog, il vole avec ses petits... Enfin, il plane, ils volent pas vraiment les Mogs, ils planent plus qu'autre chose, ils sont un peu trop lourds pour leurs petites ailes, les pauvres. Pour 3 mana, c'est un artefact. Quand ça arrive, encore une fois, on va choisir un type de créature. Les créatures que l'on va cast de ce type coûtent 1 de moins à lancer. Alors c'est vrai qu'on est sur la rampe, on est très axé tribal, hein. C'est-à-dire que ça va pas nous permettre de faire ramper pour nos enchantements, pour nos autres artefacts ou pour toutes ces cartes-là. Encore une fois, c'est surtout nos oiseaux qu'on va pouvoir payer moins cher. Sachant que les oiseaux de base, on va potentiellement les jouer gratos avec Castral. Bon, est-ce que c'est pertinent? Ça, je le verrai une fois in-game. Mais je pense quand même que le fait que nos créatures avec le vol coûtent moins cher de manière générale, enfin que nos birds, là, en l'occurrence, coûtent moins cher, ça va quand même encore une fois permettre de huiler le deck. Et, bon, je vous ferai des retours plus tard. Mais en plus de ça, au début de l'entretien, on va pouvoir regarder la carte du dessus de notre bibliothèque. Et s'il s'agit d'une carte du type choisi, et ben on va pouvoir la révéler et la mettre dans notre main. Ça va nous faire beaucoup piocher. Sachant que, allez, à peu près une carte sur 2 dans le deck est un oiseau, bon, peut-être un peu moins. Une fois sur 2, ça va nous faire piocher. Voilà, donc un tour sur 2, Herald's Horn nous fera piocher, ça nous fait ramper. Bon, que demande le peuple, hein. C'était pertinent de la rentrer, je pense. En parlant de piocheurs, je vous en ai déjà présenté quelques-uns parce que ils servaient aussi à d'autres choses. Bon, là, il y a pas mal de piocheurs qui servent aussi à autre chose, mais il y a une petite douzaine de piocheurs dans le deck, ce qui est... Bon, j'aurais pu même peut-être viser un peu moins, sachant que Castral peut faire piocher également. Le Strix Lockout pour 2 mana, c'est une 1-2, ça vole la vigilance. On est content quand même pour la vigilance. On paye 2 mana, on engage, on va piocher une carte, puis défausser d'une carte. Si possible, se défausser d'un oiseau pour pouvoir leur jouer gratos avec Castral. Là, alors tous ces petits enchantements, encore une fois, là, on va profiter du fait de voler. Il y a plein de cartes dans le deck, hein, vous verrez, enfin vous avez vu même déjà, qui profitent du fait de voler pour être sûr de connecter, donc de déclencher des effets. C'est le cas de la curiosité, hein, pour 1 mana bleu seulement, on va enchanter une créature, et à chaque fois que la créature enchantée inflige des blessures de combat à un adversaire, on pioche une carte. Ça, c'est minimum draw 1 par tour. Obsession curieuse, pareil, sauf qu'en plus la créature gagne +1/+1 et elle est obligée d'attaquer à chaque tour, sinon on doit sacrifier l'obsession curieuse, mais c'est exactement le même principe, et vous en faites pas, ça nous fera piocher une fois par tour. Piraterie côtière, ça c'est vraiment très fort, alors ça c'est la version de Assassin's Creed, mais je crois qu'il y a des visuels qui correspondent un peu plus à l'esprit de mon deck. Bon bref, ça c'est pas très important. Pour 4 mana, dont 2 bleus, c'est un enchantement. À chaque fois qu'une créature qu'on contrôle inflige des blessures de combat à un adversaire, pardon, on peut piocher une carte, donc c'est qu'à chaque fois qu'une créature connecte. C'est pas à chaque fois qu'une créature ou plus connecte, c'est-à-dire que si on attaque avec 3 oiseaux, que les 3 oiseaux y connectent, on pioche 3. Voilà, piraterie côtière, c'est on le joue en main phase 1, on attaque avec le board et on se refait une main, c'est extrêmement fort. Pour une petite Unco, ça va faire beaucoup piocher, ça j'aime bien. Bidan de Tassa, ça c'est extrêmement puissant, ça coûte quand même 4 mana dont 2 bleus. À chaque fois qu'une créature, donc c'est un artefact enchantement légendaire, voilà je précise, à chaque fois qu'une créature que l'on contrôle inflige des blessures de combat à un joueur, on peut piocher une carte, même principe que la piraterie côtière. Sauf qu'en plus, on va pouvoir payer 2 mana et l'engager. Et les créatures que nos adversaires contrôlent attaquent ce tour-ci si possible. Donc on va pas goad les créatures, parce qu'elles peuvent quand même nous attaquer. Mais dans certains setups de board, payer 2, engager et obliger tout le monde à attaquer, ça peut créer un bordel pas possible. Ça peut terminer des games, ça peut obliger des créatures à aller s'empaler sur je ne sais qui. Pour seulement 2 mana, le fait de pouvoir contrôler si nos adversaires attaquent ou pas, je trouve ça surpuissant. Voilà, Bidon de Tassa. Je pense que ça va créer des late game un peu marrants, une fois qu'il sera là, une fois que je le jouerai. Messenger Jace, ça coûte 5 mana, dont 2 bleus, c'est un peu cher. On s'en fout, on va le tricher, on va tricher pour l'appeler. C'est une 2-1, et alors quand il arrive, on va devoir faire un vote, en commençant par nous. Alors c'est quoi déjà les 2 types de votes? Ah oui, c'est Plume ou Quill. Alors Quill, j'avoue, je sais pas ce que c'est. Donc Feather, Plume, donc voilà, les gens vont voter soit pour Feather, soit pour Quill. À chaque fois que quelqu'un va voter Feather, on va mettre un marqueur +1/+1 sur le Messenger, et à chaque fois que quelqu'un a voté Quill, et ben on va piocher une carte, et défausser derrière. Ça reste assez costaud, parce que il y aura minimum une pioche, je pense, enfin ça dépend, je pense que les gens globalement ont plutôt envie de mettre des marqueurs +1/+1, mais peu importe en fait, pour 5 ça va être une 6-5 vol, ou alors une 5-4 qui va nous faire piocher, ou une 4-3 qui va nous faire piocher 2, enfin bref, peu importe c'est un dilemme, hein, donc peu importe ce que vos adversaires voteront, sachant que vous pouvez voter aussi.
Ça va quand même être une créature assez costaud pour une petite commune qui nous vient de Conspiracy 2. Bon, pareil, il y a peut-être mieux, mais j'avais cette carte dans mes boîtes. Elle fera très bien l'affaire. Encore du magnifique Ron Spencer, carte qui nous vient de Légion. Pareil, c'est un petit piocheur, hein. Le doyen Croche-Serre. Le doyen Croche-Serre, magnifique. Putain, mais l'artwork défonce. Vive l'old school. Pour 6 mana, mais bon, on s'en fout, c'est une 3 de vol. Et on peut engager 2 oiseaux dégagés que l'on contrôle pour piocher une carte. Donc tant qu'on a des oiseaux dégagés, on va pouvoir piocher des cartes. Je pense notamment à la route migratoire. Voilà, on va créer 4 oiseaux. Les 4, on les engage, on va piocher 2. Bon, il y a plein de petits tricks comme ça à faire avec le doyen. Voilà, c'est un oiseau. C'est un oiseau. Bon, et puis aussi un truc avec les sorciers dont on s'en bat les couilles. Après, peut-être que j'ai d'autres oiseaux sorciers. Je crois que dans le deck, j'ai d'autres sorciers. Parce que c'est vrai que la deuxième partie du texte, je m'en fichais. Mais engager 2 sorciers, la créature ciblée acquiert le vol. Oui, non, on s'en fout. Bon, voilà, peut-être pour faire attaquer LH Norm. Je sais pas. Peut-être qu'un jour ça servira. Bon, il nous reste quoi? On a vu les rampes, on a vu les piocheurs. Oui, 2 petits équipements, parce qu'encore une fois, on va profiter du fait de voler et d'être sûr de connecter. On va commencer par le Quietus Spike, qui coûte 3 mana à jouer, 3 mana à équiper. La créature équipée aura le Death Touch, donc le contact mortel. Et à chaque fois que la créature équipée met des blessures de combat à un joueur, ce joueur perd la moitié de ses points de vie. Pareil, quand ça c'est sur le board, tout le monde vous regarde de travers, ce qui est normal. Voilà, donc ça c'est vraiment ouais, c'est la petite cerise sur le gâteau, c'est le petit... Voilà, c'est la petite pincée d'épices comme ça sur le deck. On va profiter du vol évidemment pour être sûr d'aller connecter. Et faire des gros dégâts. Et alors la Sword of Vengeance, bah, c'est uniquement pour donner le First Strike. Alors je vais la lire et je vais expliquer pourquoi. Pour 3 mana, on peut la jouer. Pour 3 mana, on peut l'équiper. Et la créature équipée gagne +2, +0. Et a le First Strike, la Vigilance, le Trample et le Haste. Ça donne à peu près tout, hein, c'est quand même assez balèze. Le First Strike, pourquoi? C'est pour avoir 2 phases de résolution de blessure, pour pouvoir doubler l'effet de Castral. Parce que quand il y a une créature avec le First Strike qui met des dégâts, bah on va d'abord résoudre le First Strike, et après on va résoudre les autres blessures. Donc on va y avoir 2 résolutions de blessures, ce qui fait que l'effet de Castral pourra se déclencher 2 fois. Voilà. Donc ça, j'aurais peut-être pu en mettre un peu plus, des effets Strike, enfin First Strike ou Double Strike. Le problème, c'est que les équipements... Il y a peut-être des auras, cela dit, mais en blanc-bleu, ça m'étonnerait peut-être en blanc. Mais je n'ai pas trouvé beaucoup d'équipements, en tout cas dans ce que j'avais, qui donnent le First Strike. Je pense que dans Magic, il y en a... Allez, une douzaine, mais pas plus que ça. Puis généralement, c'est des équipements qui sont rares ou qui coûtent cher en mana. Hein. Enfin bref, c'est pas forcément le truc le plus commun de pouvoir donner le First Strike ou le Double Strike en équipement. Donc je suis tombé là-dessus sur la Sword of Vengeance, donc je l'ai mise. Franchement, j'ai bien hâte de pouvoir mettre +2/+2 à tout le board, ou piocher 2 cartes, ou piocher une carte, mettre plus... Enfin bon, de toute façon, Castral, voilà, c'est extrêmement fort. Vous verrez les landes, hein, de toute façon, il y a quasiment pas de landes utilitaires, bon, à part Otawara... Bon, avant de voir les landes, je vais vous montrer mes sorts de gestion. C'est vrai que j'ai tendance un petit peu à oublier la gestion dans les decks. C'est vrai que moi je suis à des tables où généralement on est full synergie. Et, alors on peut avoir de la gestion qui synergise avec le deck, mais c'est vrai qu'on est un peu... Il y a toujours une personne à la table qui a tous les sorts de gestion et on le laisse un peu faire. Yo-yo, je te fais des bisous si tu regardes cette vidéo. C'est un peu dégueulasse en vrai de faire ça parce que bah, du coup il y a une personne qui elle s'occupe pendant ses tours de gérer le board et puis nous on développe, on synergise et puis ben... Mais bon, cette fois, j'ai mis un petit peu de gestion. Bon, en vrai, j'en mets toujours un petit peu, hein, j'abuse, mais c'est vrai que j'en mets pas beaucoup. Mutation de son brassier, ça, quand j'ai accès au blanc, c'est toujours, quoique là, je crois que j'en ai plus. Ça doit être mon dernier. La créature enchantée est une créature artefact insecte avec une force et une endurance de 0-1, et elle est indestructible, et elle perd toutes ses capacités. Ces types de cartes et types de créatures, c'est abominable. Tu mets ça sur un commandant adverse, ça baise la partie de l'autre, hein, vraiment. C'est à moins qu'il ait un moyen de sacrifier sa créature, ou s'il se prend des marqueurs -1, enfin... Il y a des possibilités hein, de détruire son propre commandant pour qu'il retourne en zone de commande puis l'appeler. Mais 0 indestructible sans capacité pour 2 manas, ça, en blanc c'est un des pires anti-bêtes, hein, clairement c'est abominable. La même chose en bleu, hein, quasiment, sauf que au lieu de faire un insecte indestructible, on fait un terrain. Bah c'est cool, on fait rampe nos adversaires. Nous on est des gens gentils, voilà. Bon, prisonnier de la lune, j'explique hein, pour ceux qui connaissent pas quand même, ça coûte 3 manas, c'est une aura. Donc on va enchanter une créature, ou un terrain ou un planeswalker. À préciser planeswalker parce que ça peut être intéressant. Et le permanent enchanté est un terrain incolore avec engagé, ajouter un mana incolore à votre réserve et perd tous ces autres types de cartes et de capacités. Voilà, c'est dur. C'est dur. En gros, on transforme une créature adverse en land DE à la fin. Hein.
Et en land aussi, un land, voilà. Et ben, il y a droit de le faire, moi je le fais. Hein. Voilà, je connais des gens qui jouent des cartes pires que ça. L'interrupteur Havemain, donc c'est un oiseau, donc là du coup ça synergise avec tout le reste. Hein. Ça coûte 3 mana, donc 2 blancs, c'est une 2-2 avec le flash et le vol. Pourquoi ça a le flash? Parce que quand il arrive sur le champ de bataille, on va pouvoir exiler un sort ciblé. Le sort va devenir comploté. Alors comploté, ça veut dire que le sort va être exilé, mais le joueur qui a comploté le sort, en fait, qui a le sort comploté, peut le rejouer gratuitement, comme si c'était un rituel pendant un autre tour, voilà, sans payer son coup de mana. Par contre, l'interrupteur Havemain, il va dire que les adversaires qui lancent des sorts depuis les cimetières ou les exils coûtent 2 de plus à lancer. Donc certes, il va être comploté, mais il devra quand même repayer 2 pour lancer son sort s'il veut le rejouer. Donc c'est un petit contre-sort en blanc, hein, tout simplement. Voilà, ça peut gérer un truc au dernier moment, ça tu le gardes en main, puis tu peux surprendre l'adversaire. Et en plus de ça, toi, ça te fait du board, hein, parce que je rappelle que c'est quand même un 2 de vol. Ça peut aussi faire chier pas mal de decks qui jouent avec le cimetière, ça peut faire chier des prospères, ça peut... Non, c'est pas mal, Interrupteur Havemain. Une bonne petite carte de Croise Tonnerre, là... Ça fonctionne bien. Le gardien des 9 vents, encore une carte de Légion, à croire qu'il y avait une tribu oiseau à l'époque de Légion. Faudrait que je regarde un petit peu s'il y a d'autres cartes intéressantes dans ce set, mais en tout cas moi j'en ai pas, mais j'irai voir. Pour 3 mana, c'est une 1-2 avec le vol, on peut engager 2 oiseaux dégagés que l'on contrôle. On voit que c'était une mécanique assez récurrente à l'époque d'engager 2 oiseaux pour faire des trucs. Et on renvoie un permanent ciblé dans la main de son propriétaire. Ça pareil, une fois que c'est sur le board, il y a pas mal de gens qui vont hésiter à vous attaquer avec des gros bestiaux. À partir du moment où vous êtes sûr de pouvoir faire son effet, voilà, si t'as le gros ton ou le gros commandant en face qui décide de t'attaquer, bah hop, tu le renvoies dans la main de l'adversaire. Ça, je pense que ça peut être pas mal dissuasif. Et un petit contrôle magique, parce que c'est de la très bonne gestion, tout simplement. Pour 4 mana, on va prendre le contrôle d'une créature. Voilà, tout simplement. Voilà, c'est vrai que je pense pas souvent à jouer ce genre de carte, mais si c'est joué dans la bonne fenêtre, c'est extrêmement vilain pour les adversaires. Et puis voilà, je voulais me faire plaisir en ajoutant un contrôle magique, hein, tout simplement. Jouer avec les cartes adverses, c'est quand même toujours un plaisir. Et pareil, ça c'est une carte pour le plaisir, il y a forcément mieux, d'ailleurs j'ai vu des cartes. Je cherchais un slot pour ajouter une carte qui m'intéressait pour le deck. Douve de Teferi, clairement. Ça aurait pu dégager, mais j'ai envie de la jouer. Pourquoi? Parce que c'est Flavor, et que c'est une vieille carte qui vient de Invasion, et que j'ai jamais eu l'occasion de la jouer. Et là, je me suis dit, allez let's go. Ça coûte 5 mana, donc 2 blancs, 1 bleu. C'est assez cher, c'est un enchantement, et au moment où il arrive, on choisit une couleur, et les créatures sans le vol de la couleur choisie ne peuvent pas vous attaquer, tout simplement. Alors ça peut être strictement inutile, comme être très puissant. Ça veut dire que si par exemple, en face, tout le monde joue du rouge, tout le monde joue du vert, parce que tout le monde joue, par exemple, je sais pas, avec Grul, Monster Grul, ou j'en sais rien, un truc abominable. Bon bah là clairement vous êtes sauvé, ça vous sauve le cul. Par contre voilà quoi, si tout le monde joue des couleurs différentes, que c'est très coloré en face, bon bah vous l'avez un peu dans le fiac quoi. Voilà, c'est le genre de carte qui peut faire prout comme ça peut être, comme ça peut vous sauver le cul. Encore une fois, ça, si un jour je décide d'améliorer le deck, ce qui est possible, hein, parce que souvent je pars d'un truc un peu bulk et puis au final il y a des petits achats qui partent sur MKM. Ça, ce serait une des premières cartes qui partira, évidemment. D'ailleurs, là, je vais commencer à vous afficher... je vais pas forcément les commenter, mais je vais vous afficher toutes les cartes qui... Voilà, si un jour je décide d'améliorer le deck, eh ben, je partirai directement sur ces cartes-là. Je vous les affiche au montage, hein, évidemment. Parce que de toute façon, les terrains... Bon voilà, là on va avoir Otawara, bon Otawara ça fait du mana bleu quoi qu'il, ça arrive d'étape. Puis pour 4 mana ou moins, on va pouvoir faire des invocations, donc avoir des invocations sur un terrain c'est quand même très fort. Et je crois que le reste voilà c'est que du bilan qui arrive tape, hein. Bon, un petit tour de commande, voilà histoire de... Mais là pareil, en fait le truc c'est que vu qu'en ce moment je joue des decks qui touchent à Azorius, tous mes decks soit c'est du Bant, soit c'est du Azorius, soit c'est du Esper. Ben, j'ai plus de terrain pour mettre dans mes decks blanc-bleu. J'ai plus de terrain, donc j'ai pris ce qui me restait, ce que j'avais sous la main, et puis après on a que du basique, quoi. Mais les îles et les plaines, ça fait le taf. Alors si, petite particularité, tout est foil, hein, évidemment, on se fait pas chier. Hein. Quand, de toute façon, des basiques foil, c'est pas trop compliqué à récupérer. Hein. J'ai des petites boîtes remplies de basiques foil. Voilà, puis en plus, quand on achète les bundles, bah, vous savez que... Par extension, on a un bundle avec tous les terrains foil à l'intérieur, donc bon, on se fait plaisir, hein, on aime bien quand ça brille. À l'instar de la pivoleuse que je vous ai montré tout à l'heure. Après, tous les bilans ne sont pas foil en l'occurrence, mais... Bon, bref, voilà, rien à dire sur les terrains, il n'y a pas de terrain utilitaire, il n'y a pas de... Voilà, tout est parti dans les autres decks. Et donc, c'était le petit Castral, voilà, je ne l'ai pas encore testé.
Je pense que ça peut être pas mal, j'ai hâte de le jouer en tout cas. J'avais cette envie de jouer Azorius aérien, et bah voilà. Normalement, dès ce week-end, je vais pouvoir le tester, et on verra si ça fonctionne. Et c'est un deck qui m'a coûté entre guillemets 0€. Bah, quand même des belles cartes, attention, hein, ça fait 9 ans que je collectionne, donc forcément, j'ai accès à de belles choses. J'ai dépensé personnellement 0€ pour ce deck. Et bah, comme vous l'avez vu, voilà, c'est largement améliorable, hein. Je vous ai fait défiler quelques cartes là, mais peut-être que si ça me plaît de jouer ça, parce que peut-être finalement, une fois que j'aurai le deck entre les mains, je vais trouver ça abominable, il n'y a rien qui va sortir, et puis... Ça arrive comme ça sur le papier, il y a des decks qui nous font plaisir, puis une fois qu'on les joue, bon, on s'amuse pas tant que ça au final, ou on s'ennuie plus vite que prévu. Mais en tout cas, si ça me plaît et que c'est un deck qui va perdurer dans mon line-up de deck, entre guillemets, parce que j'ai toujours entre 8 et 9 decks qui tournent, hein, j'en fais jamais plus. Généralement, quand je remonte un deck, j'en démonte un derrière, parce que je dépasse rarement les 10 decks. Donc, est-ce que celui-là fera partie des decks permanents où je vais le démonter dans 6 mois? Et bon, on verra. Voilà. En tout cas, on va se refaire juste derrière une deck tech Azorius, toujours, parce que je vais enfin vous présenter mon Hope. Potentiellement, la decklist de Hope sera accessible que aux membres. Je vous avais fait la decklist Cypher, justement, qui était accessible que aux membres. De toute façon, maintenant, je poste au moins une fois par mois, si c'est pas plus, du contenu uniquement accessible aux membres. D'ailleurs, je vous remercie, hein, même si vous êtes vraiment pas beaucoup... lors du dernier compte, vous étiez que 6. En tout cas, c'est un bon moyen de me soutenir si jamais vous souhaitez donner un coup de pouce financier à la chaîne. Vous aurez accès de temps en temps à du contenu exclusif. Voilà, merci à toutes, merci à tous, je vous fais des gros bisous. On se retrouve très vite pour une autre deck tech Azorius.